14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer 2 heures ensemble sur Sud Radio. Et puis nous sommes aujourd'hui avec Michel Odoul, il vient dans cette émission depuis de nombreuses années. Eh bien, il aide tout le temps à mieux vous connaître, à mieux connaître votre corps et en tout cas à mieux entendre les mots du corps. Aujourd'hui, il nous revient avec un livre encore plus puissant dans lequel il explique en quoi notre corps peut nous aider à aller mieux et surtout à entrer en résonance avec notre âme. Donc, il va nous expliquer pourquoi peut-être nous sommes malades, pourquoi le monde aujourd'hui est malade. Et puis, il insiste beaucoup pour dire que la maladie, ce n'est ni une fatalité, ni une punition. Et vous allez mieux comprendre, peut-être grâce à lui, quels sont les liens entre le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. Et s'il était temps d'accepter que le monde n'est pas uniquement matérialiste, s'il était temps de comprendre que notre inconscient nous veut du bien, puisqu'il nous permet de prendre le chemin de notre transformation. Voilà un peu le message de son dernier livre. Qu'en pensez-vous si vous avez envie d'aller mieux? Et je crois que tout le monde a envie d'aller mieux. Si vous avez envie aussi que notre monde aille mieux, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre, 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Merci d'être avec nous, Michel Odoul. Il est tout chaud, il vient de sortir et je sais qu'il y a déjà de nombreuses personnes qui vous invitent et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir, aux sources de la guérison. C'est aux éditions Albin Michel, évidemment, comme Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Ce livre, vous l'aviez sorti il y a un peu plus de 10 ans, je crois. 20 ans. 20 ans déjà, oula, comme le temps passe. Et vous avez eu envie de le ressortir, très différent. Hein. Moi, j'ai l'ancien j'ai regardé l'ancien et celui qui vient de sortir. Vous avez beaucoup retravaillé ce livre, et j'ai l'impression qu'il est peut-être encore plus important aujourd'hui qu'il y a 20 ans, parce qu'en effet, on voit bien à quel point beaucoup de gens ne vont pas bien, ne savent pas très bien pourquoi ils vont pas bien, ont envie d'aller mieux, mais ne prennent peut-être pas le bon chemin. Oui, c'est vrai que c'est un vaste sujet et j'ai eu envie de retravailler ce livre à la fois parce que le monde d'aujourd'hui rentrait totalement en résonance avec ce que j'avais déjà écrit il y a 20 ans, mais que quand je revisitais un petit peu l'écriture première, je me rendais compte que il y avait un peu de colère et de pathos en moi dans cette écriture, et que c'est ce qui pouvait rendre le discours plus difficilement acceptable ou audible. Et donc j'ai décidé d'entièrement le retravailler, c'est-à-dire d'arrondir un certain nombre de choses, de permettre de comprendre que la manière avec laquelle nous vivons et la manière avec laquelle nous ne respectons pas le vivant est peut-être quelque chose qui à un moment donné a un retour ou une facture à l'intérieur de nous. Et puis la deuxième des composantes qui m'a conduit à le réécrire, c'est que j'ai eu l'envie d'aller l'enrichir par les éléments qui sont les éléments majeurs, qui sont démonstratifs de ne serait-ce que le contenu du titre, un corps pour me soigner, une âme pour me guérir, ce sont les éléments qui nous sont apportés par des expériences, par exemple, comme les EMI, c'est-à-dire tous ces cas particulièrement troublants. Alors les EMI, c'est des expériences de mort imminente. Hein, voilà, ce qu'on appelle des NDE aussi, Near Death Experience. C'est-à-dire des moments où on est... Les personnes sont mortes cliniques. On est mort cliniquement, mais on va revenir. Et certaines personnes... Alors la mort clinique, elle a des critères médicaux très précis, avec l'arrêt du cœur, ensuite, au bout d'une certaine durée, l'arrêt des fonctions cérébrales. Et quand ça s'est constaté, que ça dure un certain temps, on fait un constat qui est le constat de la mort clinique. Ce qui est troublant, c'est qu'un certain nombre de personnes reviennent de là. Ce qui est encore plus troublant, c'est que la plupart des personnes qui reviennent de là rapportent les mêmes témoignages. Et qu'enfin, ce qui est encore plus troublant, c'est que les personnes qui ont vécu ces expériences et qui sont morts alors qu'elles avaient une maladie incurable, quand ils reviennent, sont guéris. Et là, il y a eu pour moi une vraie interpellation, un vrai trouble, parce que je me suis dit, mais peut-être bien qu'elle est là, la clé explicative de ce qui peut être l'ingrédient central et majeur de notre propre reconnexion à ce vivant que nous ne respectons pas, et qui finit par se traduire par la maladie en nous. C'est-à-dire comment comprendre à travers ces expériences-là. Je relate aussi en fin d'ouvrage l'expérience et le vécu qui m'a touché de près avec mon père.
qui n'a pas fait une EMI, mais qui a vécu ce qu'on appelle une rémission spontanée, c'est-à-dire l'arrêt d'une maladie grave et diabète, c'est ça. Un diabète insulinodépendant depuis plus de 15 ans, etc., etc. Que à l'intérieur de ça, j'avais on change pas simplement, non, mais parce que tout d'un coup, il était dans une maison qui ne lui convenait pas et il a changé de maison et le contexte, le contexte qui était celui qui avait été le contexte pathogène, c'est-à-dire que il était dans un contexte pathogène qui avait fait des effets, ce qu'on appelle des effets de raquette, des rappels de mémoire de l'enfance, qui ont provoqué le déclenchement de la maladie. Et il a déclenché cette maladie, un diabète, insulinodépendant, donc 3 piqûres d'insuline par jour, etc., etc. Tous les pronostics de la biomécanique classique disent, voilà, si vous prenez de l'insuline de synthèse, ça détruit les cellules qui s'appellent les îlots de Langerhans. Il va falloir donc au fur et à mesure de la vie augmenter les doses. Et c'est ce qui se passait pour mon père. Pendant 15 ans, c'est ce qui s'est passé pour lui. Et puis, à un moment donné, un jour, j'ai compris peut-être qu'elle pouvait être le facteur déclenchant, qui était le facteur pathogène. À partir de ce moment-là, nous avons choisi avec mon épouse de leur acheter une maison, de les faire déménager, de les faire changer de contexte. Et ce qui a été absolument troublant, et je raconte tout le détail de cette histoire, c'est qu'au bout d'à peu près 6 mois, il a son corps qui est redevenu sain. Exactement. Donc, ce qui montre bien que on est parfois dans des situations très toxiques, anxiogènes, etc. Et si on n'en prend pas conscience, notre corps nous le signale. Mais si on ne veut pas, alors guérir, parce qu'en fait, vous faites bien la différence entre se soigner et guérir. Oui. Se soigner, c'est la médecine. Soigner, c'est s'occuper du corps et du symptôme. La médecine, c'est très bien le faire. Mais guérir, c'est peut-être s'occuper de son cœur, de son esprit et de son âme. C'est en tout cas guérir, faire que le symptôme n'a plus de raison d'être. Absolument. Et à ce moment-là, il se passe un phénomène qui est un phénomène très troublant et qui, même si on ne veut pas en parler comme ça, appartient au monde du placebo, entre autres, etc. C'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose de guérisseur. Et que la clé pour contacter ce guérisseur, personne sur le plan thérapeutique ne l'a. En revanche, sur le plan du vécu et de la compréhension de ce qu'il peut y avoir derrière ça, on peut peut-être réfléchir au fait que finalement, comme dans beaucoup de choses, même dans les sociétés et dans les mondes, que ce qui est l'inverse de la guerre, ça s'appelle la paix. Et que quand cette paix, elle est faite à l'intérieur, elle est éminemment nourrissante, elle est éminemment réconciliante avec quelque chose qui est un champ un peu plus subtil, qui est au-delà de l'âme, qui est un fil conducteur, nous reconduit à la conscience, nous reconduit à la manière avec laquelle on peut se reverticaliser, se retenir droit. On parle beaucoup de la question de la conscience aujourd'hui. Mais il faut savoir que selon les principes de la médecine chinoise, on dit en médecine chinoise que la maladie apparaît dans l'organe lorsque la conscience qui l'habite le quitte. C'est-à-dire que nous sommes en fait des agglomérats de cellules qui constituent des organes, qui finissent par fabriquer un corps, etc., etc., qui toutes sont habillées et habitées par une parcelle de conscience. Et que lorsque cette parcelle de conscience, elle coupe le lien avec ses origines, je cite et je prends l'image d'un scaphandrier pour expliquer ce qui se passe quand le tuyau se fripe et se tord, eh bien asphyxie les zones corporelles. Eh bien, si vous avez envie de guérir, venez nous raconter vos symptômes et puis on va. Mais enfin, c'est vous qui allez falloir et qui allez devoir guérir. Nous, on a juste la prétention de vous éclairer. Voilà, exactement. On l'a dit pratiquement en même temps. Dans un instant, Marie va prendre la parole. Elle a des cystites depuis très longtemps. Ça, c'est très féminin et ça va certainement parler à beaucoup de femmes. Et on sera ravis de lui donner la parole dans un instant. Vous aussi, vous pouvez la prendre la parole sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et on salue la sortie de ce nouveau livre, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir, aux éditions Albin Michel. Marie, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Donc vous avez des cystites à répétition depuis 15 ans, donc... Oui, à peu près, oui. Et c'est arrivé, ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'en avais pas avant ou quand j'étais plus jeune, parce que j'avais quand même fait une pyélonéphrite vers l'âge de 25 ans. Et après la séparation d'avec mon mari, j'ai rencontré quelqu'un... Oui. Michel Odoul a aussi beaucoup d'humour. Oui, mais je connais un peu, je vous écoute régulièrement, donc j'ai beaucoup écouté aussi les émissions. Mais il faut garder son humour, sinon on est perdu. Oui. Bon, donc vous disiez... Voilà.
Donc, et quelques temps après, j'ai rencontré quelqu'un. Et là, les cystites ont démarré après chaque rapport sexuel. Ah oui. Voilà. Alors évidemment, ça a quand même duré 6 ans. Hein. Bon, donc... évidemment, on sait sur un plan médical, en effet, qu'après un rapport sexuel, il peut y avoir des problèmes de cystite. Hein, ça, c'est le symptôme. Oui. Mais on va pas parler du symptôme là. On va parler de l'âme. Ben voilà, je voudrais bien parce que j'ai pas réussi trop à m'en dépêtrer. Parce qu'après, je me suis séparée. Bon, voilà, j'ai essayé tout. J'avais des infectants urinaires, etc., et toilettes et tout. Bon, voilà. Mais tout vous vouliez vous en dépêtrer de quoi de la cystite, des cystites. Ah oui. Oui. Pas du monsieur, bien que la situation me plaisait pas toujours très bien, mais voilà, je voulais pas m'attacher, donc je suis sortie Non, faut pas s'attacher. De 25 ans. Non. Si je m'étais quand même attachée, parce que 25 ans de mariage, vous savez, d'union, on s'attache obligatoirement. Oui, mais ça, on c'est s'attache. celui-là. Vous savez, l'attache, ça peut créer un lien comme ça peut ficeler. Hein. Oui. Tout dépend qu'est-ce qu'on en fait de l'attache. Tout dépend à quoi elle sert. Mais oui. bon, si on veut, au-delà de la question de vous taquiner un peu, aller vers ce que peut être la symbolique qui est derrière ça. La cystite, ça concerne bien sûr le système urinaire. Elle se traduit donc sur le plan énergétique à travers un méridien particulier qui s'appelle le méridien de la vessie, qui est un méridien dont la charge et le rôle à travers la structure organique, c'est l'élimination des toxines et notamment des urines, c'est-à-dire des toxines qui ont été filtrées par les reins. Cette élimination des urines, c'est quoi ? C'est l'élimination des choses que nous avons ingérées, que nous avons assimilées, dont nous nous sommes servis, qui sont rentrées en nous et qui, du fait de cet usage, se sont devenus obsolètes. Ce sont des eaux usées qu'on évacue. Oui. Et donc ces éléments qui ont participé à notre vie, à notre fonctionnement, voire à notre construction, nous avons besoin de les éliminer à partir du moment où ils n'ont plus l'utilité, où ils sont plus adaptés au contexte, etc., etc. En tout cas, où du fait de cette dégradation par leur usage, ils sont devenus toxiques. Et donc on va trouver derrière la vessie une symbolique extrêmement puissante de l'idée que c'est ce qui sert en fait à éliminer les vieux schémas, les vieilles références, les vieilles croyances fondamentales que l'on peut avoir au fond de soi, sur lesquelles nous sommes en permanence appuyés et qui à des moments donnés font qu'on réagit de telle ou telle manière, même sans y penser réellement, parce que nous avons ces archaïsmes, ce que Jung appelait ces archétypes fondamentaux à l'intérieur de nous. Et parmi les archétypes fondamentaux qui concernent le méridien de la vessie, qui est plutôt un élément de nature yang, c'est l'image des ascendants, et notamment parmi l'image des ascendants, l'image du père, qui est une image puissante, forte. C'est l'image du commandeur, telle qu'on la trouve dans le Don Juan de Mozart, cette espèce de représentation puissante, pas obligatoirement d'un père méchant, brutal ou autoritaire, mais en tout cas que l'on fantasme sur un piédestal, et d'une puissance telle qui fait qu'à un moment donné, peut-être au fond de nous, cette image devient une toxine qui fait que nous ne sommes plus capables d'aller à la rencontre d'un masculin qui soit un masculin autre et dans lequel nous, en tant que féminins, nous puissions aller nourrir un rapport à la vie différent de celui que nous avions instauré à notre père. Et donc, oui. Pardon. Mon père ne n'était pas sur un piédestal. Non. Non, mais votre mari peut-être, ou en tout cas la difficulté que vous avez avec l'homme. Oui, peut-être plutôt, oui. Quand vous dites que vous ne mettiez pas votre père sur un piédestal, ça veut dire quoi ? Je ne l'estimais pas tellement, non, pas tant ça. Donc c'est la même chose. Je l'ai même... même détesté. Ben voilà. Et donc il a occupé le centre de votre regard sur le masculin. Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, en tout cas, on voit bien que votre problème de cystite arrive après votre divorce, si je comprends bien, avec un homme avec lequel vous avez pas visiblement envie de vous attacher. Vous voyez bien la complexité de votre rapport au masculin, en fait, qu'il faut à un moment donné comprendre et sans indiscrétion, vous vous êtes séparés, pourquoi ?
Parce que c'était une question de survie pour moi. C'est moi qui ai décidé de me séparer. Et bon, D'accord, mais survie par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous risquiez? Ma survie de m'étioler peu à peu. J'allais être en retraite. Donc, non, je voyais pas l'avenir avec lui. Tant que je travaillais, ça allait, parce que j'étais occupée par le travail, on va dire. Ça me plaisait, et puis donc, après, c'était... Ça vous rappelait quelqu'un? C'est mon père. Je sais pas. Hein. Non, peut-être votre mère, par contre. Non, c'était plutôt l'opposé. Peut-être votre mère, par contre. Ma mère... Elle a vécu une retraite heureuse avec votre père? Oh ben non, elle est décédée jeune, à 72 ans. Non, elle n'a jamais été heureuse avec mon père. Hein. Non, mais vous voyez, c'est purement et simplement de ça dont il s'agit. Mm-hmm. Et quand vous vous êtes vu, vous, ne plus être dans le brouillard qu'on peut se constituer à travers les occupations du quotidien et du professionnel, et qu'on va rentrer dans une vie où l'intimité du couple va obligatoirement devoir être sur le devant de la scène, il y a quelque chose qui devient compliqué, qui devient difficile à vivre. Aujourd'hui, vous êtes seule, Marie, j'imagine, hein? Non, je suis pas seule. J'ai rencontré quelqu'un depuis début 2024. Il y a eu des cystites au début. J'ai même eu une pyélonéphrite. Oui. Et donc puis là, après, j'étais... Comment? Allez-y, on parlera de la pyélonéphrite Et tout à l'heure. puis la pyélonéphrite, oui, parce que c'est la deuxième. Sur toute ma vie quand même. Et j'ai été suivie par un urologue à la suite. Et donc, ils ont vu que j'avais une vessie hypotonique parce que je retenais trop mes urines. Et ça, c'est vrai que j'avais tendance à faire ça toute ma vie. Hein, donc, voilà. Oui, mais Marie, on va avancer parce que c'est important. Vous avez envie qu'on vous donne un message. Oui. On a l'impression, vous voyez, moi j'aime bien aussi cette idée qui est plus psychanalytique, mais pour beaucoup de femmes... faire pipi debout, ça pourrait être un peu plus phallique en quelque sorte. Il y a réellement quelque chose à comprendre de votre relation aux hommes pour qu'à un moment donné vous n'ayez plus besoin d'être dans cette position de faire pipi debout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux signaler. Non, je comprends pas faire pipi debout. Là, non, mais c'est-à-dire que dans la cystite, si vous voulez, ce besoin, on sait à quel point pour les petits garçons, faire pipi debout, c'est montrer leur puissance phallique. Oui. Et chez les petites filles, il n'y a pas ça, puisqu'on peut pas faire pipi debout, on est bien d'accord. Oui, mais avoir besoin, déclencher le symptôme de la cystite, c'est quelque part en relation avec cette incapacité à faire pipi debout. Ah. Donc je pense qu'il serait temps que vous fassiez la paix avec le yang ou le masculin, comme vous voulez, et que vous vous affirmiez dans votre féminité avec beaucoup en pleine conscience pour prendre le terme un peu du fil rouge d'aujourd'hui. L'idée, si vous voulez, la pyélonéphrite, c'est une infection. C'était lequel de vos deux reins qui était infecté? Le droit, cette fois-ci-là. Celui d'avant, je ne sais plus, c'est trop ancien. Prenons celui d'aujourd'hui, c'est celui qui est porteur de l'image du féminin. Et l'image du féminin, elle est mise à mal par une infection, c'est-à-dire par une agression d'un agent pathogène étranger et extérieur. Ce qui vous empêche de vivre et d'être libre par rapport à votre propre... Vous disiez que vous aviez quitté parce que vous vouliez vivre une retraite tranquille avec la cystite, c'est réussi. Comme vous dites, oui. Voilà, et donc par conséquent, vous voyez bien que quelque chose infecte très profondément votre structure fondamentale féminine dans le sens symbolique, ce que je suis en tant que femme, peut-être un petit peu justement parasité, pollué par l'image résiduelle de la mère, qui est une personne dont la relation du couple n'a pas fait le bonheur, a priori, d'après ce que vous avez l'air d'en dire, et que vous êtes dans la même crainte et dans le même interdit, alors que vous suggère à travers cette image, Brigitte, reprenez votre place, prenez d'abord la place qui est la vôtre. Posez-vous d'abord la question de ce que vous voulez être, vous, en tant que femme, dans votre vie d'aujourd'hui, parce que c'est ça qui va déterminer le type de masculin qui va arriver. Ben voilà, il vous reste à écouter un podcast pour bien tout saisir, et puis je pense que vous allez
Elle est beaucoup mieux si vous avez Un petit envie. truc, prenez juste une feuille de papier, mettez à gauche, marquez masculin, à droite féminin. À gauche, vous marquez 3-4 mots qui représentent l'image que vous aviez de votre père. À droite, 3-4 mots qui représentent l'image que vous aviez de votre mère. Et dites-vous, et posez-vous ensuite la question de savoir, est-ce que ces deux représentations-là m'intéressent ? Pas du tout. Enfin, Donc, vers quelle représentation puis-je aller ? D'accord. Merci Marie, en tout cas. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. On se retrouve avec le Love Conseil. On va parler de l'effet miroir. On va jouer également avec Sud Radio et Passage du désir. Et puis, on écoutera Karen qui veut revenir sur justement les répercussions des émotions sur notre corps. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cette semaine, réveillez-vous à Sud Radio, le Love Conseil. Avec Michel Odoul, on va parler de l'effet miroir. Je rappelle que ce livre vient de sortir, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir. C'est aux éditions Albin Michel, avec une magnifique photo d'un ange tout doux, tout mignon. Saint-Michel. Saint-Michel. Bah oui, Michel Odoul, ça s'impose. Bref, alors revenons à cet effet miroir. Vous avez certainement, vous savez très bien Michel de quoi on parle. C'est l'effet terriblement répandu qu'on a parfois du mal à repérer si on fait pas un petit effort. Et c'est vrai qu'il faut un peu travailler sur soi pour ne pas être victime de cet effet miroir. En fait, tous les autres, sont notre miroir, qu'ils soient un miroir positif ou négatif. Alors on va commencer par le positif. On est attiré par les personnes qui ont des points communs, qui ont un trait de caractère qu'on aime et que nous avons également. Et si nous l'avons, ce trait commun, on va admirer cette personne. Et puis si on ne l'a pas, on l'admire parce qu'on aimerait avoir cette qualité que l'on repère chez l'autre. Et puis parfois, on va décrier la personne qui a justement cette qualité qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas, et on va vraiment trouver que c'est quelqu'un de nul. Enfin, voilà. Et alors, la règle absolue, et c'est important de la retenir, on ne peut voir chez autrui que ce qu'on porte en soi. Et c'est ça l'intérêt de comprendre ce qu'est l'effet miroir. Donc, exercez-vous avec les personnes qui vous entourent, posez-vous ces deux questions. Qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce que j'admire et qu'est-ce que je rejette ou je déteste. Alors évidemment, souvent on rejette un défaut qu'on a et qu'on ignore ou quelque chose qui nous a fait du mal. Enfin bref. Et c'est une bonne école toute simple de connaissance de soi, en fait. Alors, tout le monde toute peut la simple, pratiquer. je ne sais pas, parce qu'elle est compliquée à vivre quand on est confronté à des phases de vie où on veut absolument pas voir quelque chose qui nous est renvoyé. Jung a beaucoup travaillé là-dessus. Puis ensuite, une de ses élèves, qui s'appelait Marie-Lise von Franz, ont travaillé sur un phénomène qui s'appelle la projection. C'est-à-dire que nous projetons dans l'autre, voilà, les pans de nous-mêmes, soit ceux qui nous satisfont ou ceux que nous pensons qu'il serait bien que nous ayons, que nous aimerions avoir. Ça, c'est effectivement la dimension positive. Et puis ceux qui nous insupportent, c'est-à-dire ceux qui sont en fait cette espèce de reflet que le miroir nous envoie et qui ne nous plaît pas. De la même manière d'ailleurs que parfois, certains matins, quand on se réveille et qu'on se voit dans la glace, on dit ouais, c'est pas terrible. Et donc, effectivement, la vie nous propose peut-être d'aller dans la direction de ce qui nous insupporte, parce que c'est peut-être là qu'il y a le champ de progression le plus vaste. Donc l'outil, il est simple à utiliser. Il est difficile à accepter. Mais je veux dire, c'est quand même, c'est pour ça que j'aime mieux le terme d'effet miroir, pour que tout le monde comprenne bien. En fait, prenez un bout de papier, puisqu'on aime bien avec vous, Michel Odoul, les faire écrire. On aime bien l'écriture, prenez un bout de papier et marquez 3 personnes que vous admirez, dans les médias par exemple, et 3 personnes que vous détestez. Et puis ça va déjà et puis essayez de voir pourquoi vous admirez telle personne et pourquoi vous détestez telle personne. Déjà, ça va parler de vous, tout simplement. Oui. Quelles sont les caractéristiques que vous donnez à ces personnes-là ? Voilà, si on déteste, je ne sais pas qui, je ne veux pas donner de nom parce que on est quand même dans une émission un peu grand public, mais forcément, ça parle de nous. C'est tout, ça ne parle que de nous. Bien sûr. Et puis on va jouer avec Sud Radio et Passage du désir. Et aujourd'hui, vous savez que c'est la Saint-Valentin samedi. D'ailleurs, à ce sujet, je vais faire une conférence à l'espace Champéret pendant ce festival, le samedi à 15h30. Je vais faire une conférence à l'espace Champéret sur l'amour, justement. Bon, en tout cas, à l'occasion de la Saint-Valentin,
là tout de suite, je vous propose, grâce à Passage du Désir, une pochette avec 7 accessoires ludiques et faciles à prendre en main. Et pour ça, il vous suffit d'envoyer Brigitte par SMS au 7 20 18 pour peut-être gagner cette cartouche vibrante. On aura notre gagnant à la fin de l'émission. Karen, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors déjà, je pensais pas commencer comme ça, mais je voulais dire que le témoignage de Marie m'avait fortement parlé et qu'effectivement j'ai vécu à peu près la même chose qu'elle et avec des systèmes au moment de la séparation avec mon ex-mari de mycose, infection urinaire, cystite. Enfin voilà, j'avais le combo gagnant. J'étais en boucle en permanence jusqu'au jour où effectivement tant mon médecin que l'ostéopathe m'ont dit non mais vous êtes en train de rejeter votre mari. Donc, il a fallu que j'intègre les choses. Rejeter peut-être pas, évacuer, on va dire. Ouais, voilà. Hein, soyons... vous êtes plus sympa que. Mais et effectivement, il a fallu que je travaille avec la thérapeute à l'époque à ce sujet-là parce que je comprenais pas. Et ça reboucle aussi avec l'image du père et de la mère. Et en parallèle avec par rapport à ce que vous disiez à l'instant sur l'effet miroir, je pense que l'effet miroir il peut avoir à la fois un effet positif et à la fois un effet négatif, dans le sens où on peut être avec quelqu'un qui a des valeurs où il va y avoir des choses sur lesquelles on se ressemble, mais encore faut-il que les deux l'acceptent. Je pense que la grosse erreur que j'ai fait, notamment par rapport à mon ex-mari, c'est que c'était un hypersensible comme moi, sauf qu'en fait lui ne l'acceptait pas. Et il était tout le temps dans le contrôle, dans l'affirmation de lui, etc. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que vous n'acceptiez pas, vous, qu'il n'accepte pas? Parce que on peut parler que de vous, hein. Oui, tout à fait. Non, mais parce qu'en fait, comme il ne l'acceptait pas, ce que j'aurais pu espérer de la part d'un hypersensible dans la relation, je ne l'ai pas eu, parce qu'il était beaucoup plus dans quelque chose de psychorigide, etc. Et au final, quand il est parti, je me suis rendu compte que il avait eu raison de partir, puisqu'au final ça ne me convenait pas, mais je l'aimais tellement que je serais pas partie de moi-même. Et ça a été très très révélateur, je trouve. Alors il m'a fallu un certain temps, mais est-ce que vous avez compris que vous attendiez de lui qu'il vous aide à gérer votre hypersensibilité? Et qu'au fond, c'était pas à lui de la gérer, c'était à vous de la gérer, en fait. C'est ça le message. Oui, et puis parce que l'autre qui n'étaient pas les bonnes. Mais parce que l'autre, on ne choisit pas par hasard. Je suis d'accord avec vous, mais on le choisit pour qu'il nous éclaire sur ce qu'on doit travailler sur soi. Et j'ai mis le temps parce que je suis un bon vieux. Je vous rassure, hein, Michel et moi, on a encore des choses à travailler. Hein, et si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous auriez voulu qu'il ose exprimer son hypersensibilité parce que comme ça vous déculpabilisait de la vôtre et que comme il ne le faisait pas, votre hypersensibilité augmentait, ce qui faisait qu'il se renfermait encore plus. Ah, c'était un système de « suis-moi, je te suis ». Mais c'est la seule qui avait a priori conscience de ce qui était en train de se passer, c'était vous. Alors, j'en ai pris conscience après. Sur l'instant, j'en étais absolument pas consciente. Mieux vaut tard que jamais, Karen. Voilà, bien, c'est très bien. Exactement. Non, mais tout à fait. Et c'est pour ça aussi, parce qu'en fait, on se rend compte que, moi je me rends compte que notre corps nous parle bien avant qu'on ait conscience de certaines choses, et que les insomnies elles n'étaient pas pour rien. Alors c'est intéressant, c'est très important ce que vous venez de dire. Je vais rebondir dessus et je vais donner la parole à Michel. Notre corps nous le signale bien avant qu'on en prenne conscience. Tout est dit là, Michel. Finalement, oui, dans votre livre, c'est exactement ce que vous expliquez. Merci Brigitte. Oui, je vais prendre une illustration extrêmement basique et simple. Quand on a mal quelque part, qu'est-ce qui se passe? On va porter de l'attention à cette zone et on va s'en occuper. C'est-à-dire qu'on va ramener de la conscience dans cette zone. Et c'est exactement ce que fait le corps. Quand nous avons shunté avec un certain nombre de pans de nous-mêmes, quelles qu'en soient les raisons,
Eh bien, à un moment donné, le corps qui perçoit cela et qui sait cela et qui, quelque part, peut-être bien comprend le pourquoi des choses, nous ramène à ramener de la conscience dans ces zones en nous les rendant inconfortables. Et ça, il le fait toujours avant, puisque nous n'avons pas conscience de ce qui est en train de se passer. Donc lui, il nous amène à ça. Sinon, on n'aurait pas le symptôme. On n'aurait pas le symptôme. Vous voyez, si on avait conscience... Donc c'est vrai ce que vous dites, oui. Avant, si vous aviez eu conscience avant que votre mari, plus vous montriez votre sensibilité, plus il se fermait, vous n'auriez pas eu de problème de symptômes, vous comprenez ? Oui, tout à fait. Mais après, il y a des fois aussi où ça permet, quand on prend un petit peu l'habitude d'être. La question n'est pas d'être focus sur soi en permanence. Mais par contre. Non, un petit peu quand même, si, c'est bien. C'est bien. Oui, attendez. Pas à l'extrême. Dans non, ce mais sens-là. Mais c'est bien d'être en conscience de soi tous les matins en se réveillant ou tous les soirs avant de se coucher, c'est pas mal, hein. Oui, c'est pas désagréable et je pense surtout et aussi que on a tout à y gagner. Et je vais vous donner un exemple qui s'est passé la semaine dernière. Alors ça m'arrive très très rarement, mais je sais pas si on peut appeler ça de l'angoisse, j'en sais rien. En fait, j'ai du mal à. C'est pas du mal à respirer, c'est que même quand je respire pas, en fait, il y a une douleur qui s'installe au niveau du sternum, on va dire, et elle ne passe que si je bois de l'eau tout doucement. Oui. Ça m'arrive rarement, mais. C'est une manifestation qui touche le nerf, ce qu'on appelle le nerf vague ou le nerf pneumogastrique, c'est-à-dire le nerf central du système neurovégétatif, qui est la signature que vous avez une tension inconsciente qui est en train de se manifester. Il y a eu un perçu, même pas obligatoirement conscient, de quelque chose qui vous a impacté. Et la zone que vous évoquez est celle où ce nerf pneumogastrique est juste au croisement entre la sphère respiratoire et cardiaque et la sphère digestive, dont la frontière s'appelle le diaphragme. Et la manifestation physiologique, elle est que ce diaphragme se met en tension. Le fait de boire de l'eau doucement réoblige le sphincter, qui est le sphincter stomacal, à se réouvrir très légèrement et à relâcher cette zone. Vous avez donc un intérêt majeur sur le plan biologique et biomécanique à aller voir un ostéopathe pour aller faire valider les 6e et 7e vertèbres dorsales, parce qu'il y a sans doute une tension et un pincement à ce niveau-là. Et ensuite, à prendre conscience que le plexus solaire, c'est-à-dire la zone que vous nommez là, c'est le rapport aux émotions brutes, c'est-à-dire lorsque quelque chose nous touche et nous impacte, qui à ce moment-là se met en tension. C'est d'ailleurs pour ça qu'on croise les bras devant cette zone-là quand on est interpellé par quelque chose. La respiration dans ces moments-là va vous aider énormément à relâcher. Alors j'ai essayé parce que je n'avais pas d'eau à ma disposition la dernière fois que ça m'est arrivé et j'ai vraiment mis longtemps à arriver à le faire passer, honnêtement. Alors ça diminuait et ça remontait, mais de manière à ce que ça passe durablement, ça a sûrement mis 7-8 minutes facilement. Par contre, je l'ai pas identifié. Mais en même temps, Karen, il faut absolument que vous soyez plus consciente et que vous soyez plus avec vous-même. Vous voyez, c'est intéressant. Vous nous dites, oui, c'est pas désagréable de s'occuper de soi. Non, c'est agréable de s'occuper de soi. Et vous avez pourtant dit c'est désagréable. Donc c'est vraiment important que le plexus solaire, c'est le moi dans le sens positif du terme. Il faut que vous vous ouvriez à vous-même. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai. La tension du plexus solaire au niveau physique, elle est la signature de ce qu'on appelle la posture du boxeur. C'est-à-dire le boxeur qui est confronté à un autre challenger, il incurve légèrement le dos, il referme cette zone centrale abdominale et il met ses poings devant. Et il y a donc là un signal qui est un signal particulièrement clair pour vous, c'est qu'il faut que vous réouvriez le haut de votre corps, que vous laissiez votre poitrine se gonfler, que vous vous laissiez réinspirer par le céleste et l'énergie du ciel qui s'appelle l'oxygène et la respiration, et que vous preniez le risque de faire confiance à la vie. Oui. Je crois que ça vous a parlé. Merci Karen, merci beaucoup. On fait une petite pause et on va retrouver Noël qui a une santé assez fragile et qui a des malaises notamment.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous à l'occasion de la sortie de ce livre, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir. Oui. Pardon, c'est très beau ça aussi, pourquoi pas. Oui, le désir, je reconnais que ça fait partie des choses essentielles et je crois que tout le monde me comprend. C'est aux éditions Albin Michel et Michel Odoul. On donne la parole à Noël maintenant. Bonjour Noël. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Merci de me recevoir à l'antenne. Je vous en prie. Voilà, je vous appelle parce que je vous suis un peu depuis plusieurs années. Je connais les livres aussi de Michel Odoul. Et je pense qu'il faut que j'en arrive à poser la question qui est en lien avec le thème d'aujourd'hui. Voilà, j'ai des problèmes de santé depuis que je suis enfant, des problèmes de santé à répétition, avec des choses plus ou moins graves. Et là, depuis environ, ça fait plus de 5 ans, je fais des malaises à répétition qui sont inexpliqués. On m'a fait des recherches de tout, y compris de maladies rares, etc. Parce que ça se manifeste par des à-coups de tension extrêmement élevés. Je peux être dans un état très calme, je discute, je suis bien et tout. Puis d'un coup, je monte à 18. Ça tombe à 12, puis ça revient. Mais alors, ça fait le yo-yo pendant plusieurs minutes. Ça va durer comme ça pendant environ un quart d'heure, demi-heure. Et au bout d'une heure, tout s'arrête, tout va mieux. Et c'est reparti. Je retrouve pas une forme olympique, bien sûr, parce que ça me fatigue, mais ça va mieux. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais je n'ai malheureusement pas pu trouver la clé de ces malaises. Et, elle est claire, hein. C'est-à-dire ? Elle est claire. Vous êtes quelqu'un qui, du fait de sa grande sensibilité, décompense sur le système neurovégétatif. C'est un très grand classique. À une époque, ça s'appelait la spasmophilie. Vous êtes quelqu'un qui exprime et qui manifeste par ces malaises que gère notamment le nerf pneumogastrique dont je parlais tout à l'heure. Ça va se traduire par des poussées de tension, des chutes de tension, des transpirations, des tensions abdominales, des vertiges, des migraines. Il y a 25 000 manières, voire aller à l'époque, sur les cas les plus graves, jusqu'à des crises de tétanie. Il y a à l'intérieur de chaque être humain 2 systèmes nerveux. Il y a un système nerveux qui s'appelle le système nerveux central, moteur ou volontaire. C'est celui où nous sommes en train de parler et d'échanger. C'est celui qui me permet de prendre un stylo et d'écrire, de prendre un verre, etc., de faire un certain nombre d'actions volontaires et conscientes. Et puis, il y a un autre système nerveux qui s'appelle le système nerveux neurovégétatif, qui, lui, a la charge de toutes les fonctions à la fois de routine, de sauvegarde ou de préservation. Quand on est confronté à un monde, même si ça n'est pas conscient, qui est un monde qui nous impacte, qui nous pose problème, dont nous avons un peu peur, qui réveille en nous des moments ou des zones de tension ou de souffrance, etc. Nous allons rentrer dans des stratégies qui sont des stratégies qui vont essayer de nous protéger ou d'éviter la rencontre avec ce monde et qui, à partir de ce moment-là, vont générer l'état de crise qui peut aller jusqu'au malaise vagal et autres, qui est celui qui va nous permettre d'évacuer la tension qui est là, en ce moment, et ensuite de faire ce qui convient pour avoir trouvé un exutoire qui va nous permettre de ne pas aller plus loin au fond. C'est un peu l'effet cocotte-minute, en quelque sorte, voilà. Noël. Il y a des fortes chances pour que vous ayez manqué de sécurité dans l'enfance. Ah oui, ça c'est clair. Bon, donc c'est ça qu'il va falloir travailler, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous arriviez à trouver une sécurité intérieure que vous n'avez pas eue et qui fait que de temps en temps ça pète, quoi. Ça explose, oui, je comprends, parce qu'après ça se traduit aussi par une maladie auto-immune que j'ai qui est lourde à gérer parce qu'elle me paralyse en fait. Donc ça rejoint ce que disait. C'est quoi, c'est une sclérose ? Non, c'est une polyarthrite rhumatoïde. Polyarthrite rhumatoïde, qui vient complètement répondre à ce que je vous disais, il faut que vous lâchiez. La polyarthrite rhumatoïde, elle se traduit par des positions de main, etc., qui montrent à quel point on pense qu'il nous faut absolument maîtriser le monde. Le seul monde que vous avez à maîtriser, c'est le vôtre. Et alors, il y a différents niveaux de réponse, au-delà de ce que Brigitte vous propose. À savoir, il y a une réponse biomécanique. Allez voir un praticien shiatsu, un ostéopathe. Vous avez certaines zones de vertèbres dorsales et au niveau des vertèbres hautes et des hernières cervicales qui ont besoin d'être mis en place. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, allez voir si vous le pouvez consulter un médecin homéopathe. Il y a des éléments homéopathiques, dont notamment des préparations comme aconite en dilution haute ou des choses comme du sédatif PC, qui sont des régulateurs de ces zones tensionnelles-là, qui peut énormément vous aider.
D'accord. Et enfin, la troisième des directions et des dimensions, elle est parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais dans tous ces moments où vous êtes en état de crise, eh bien, vous avez cette espèce de réflexe des innéités, des états de survie, etc. C'est-à-dire que vous vous mettez en apnée. Et que cette sous-oxygénation du cerveau, eh bien, est à la base de la manifestation finale des symptômes que vous ressentez. Et tout ça, ça peut se travailler, comme vous le suggérez, Brigitte, à travers le fait d'aller travailler sur ces insécurités de l'enfance. D'accord. Et c'est surprenant ce que vous dites. Pardon. Oui, je vous en prie, allez-y, Noël. Vous êtes. Oui, c'est surprenant ce que dit Michel, parce que quand tu parles d'apnée, il y a une quinzaine d'années de ça, on m'a fait remarquer que je respirais à l'envers. Vous faites comme vous pouvez, Noël. Oui, c'est ça. Vous voyez, je crois qu'il faut vraiment à un moment donné comprendre que c'est à vous maintenant de vous créer. Vous avez été mis au monde dépasser les blessures de l'enfance, dans un milieu qui était certainement très hostile. Je ne sais pas s'il y a eu des abus, Non, mais en tout insécure sur le plan matériel. Et sur le plan, on va dire, émotionnel, parce qu'il y a eu beaucoup de décès au moment où je suis née, et donc ça a contribué à... Oui, et donc c'est à vous maintenant de vous positionner par rapport à vous-même, je dis bien par rapport à vous-même, pour vous rendre compte que tant qu'on est en vie, tout va bien. Et vous n'avez pas à craindre des choses qui ne sont pas arrivées. Il sera toujours temps, s'il vous arrive quelque chose, d'y faire face. Vous voyez, vous êtes en hyper-vigilance de ce qui se passe autour de vous, mais ça c'est un biais cognitif que vous avez mis en place il y a très longtemps. Oui, je pense que vous avez raison. Oui, tout à fait. Je peux vous donner un petit truc ? Oui, bien sûr. Allez vous inscrire dans une chorale. Oui, ça me ferait du bien aussi, oui. Oui, parce que vous allez voir, il se passe quelque chose d'absolument troublant, même si on chante comme une casserole. J'en sais quelque chose puisque c'est mon cas. Quand vous rentrez dans une chorale, vous vous mettez à chanter juste. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ça vous oblige quelque part à vous exposer. Et troisièmement, la plupart du temps, le résultat est très favorable et très positif. Et ça, c'est quelque chose qui permet de reconstituer la capacité à nous exprimer. Donc à parler de quelque chose qui est au plus profond de nous-mêmes et que peut-être depuis très longtemps, nous avons brimé malheureusement. Et puis il y a une petite chose toute simple que vous pouvez faire tous les jours, c'est marcher pieds nus. Alors si vous habitez même si ce n'est que dans votre appartement, si vous pouvez marcher un peu pieds nus, même si vous pouvez marcher pieds nus dehors, dans l'herbe, dans la terre, et ressentir chaque seconde ce qui se passe sous vos pieds. D'accord. D'accord. J'entends bien. En marchant, en regardant et vraiment en ressentant ce qui se passe dans votre corps. Puis n'oubliez pas votre prénom quand même. Oui, c'est la naissance. C'est la naissance et c'est la fête. Oui, normalement c'est la fête. Mais oui, c'est... Mais non, mais vous enlevez normalement. Pourquoi vous mettez normalement, Vous voyez comment votre inconscient parle, parce que c'est ce que vous nous dites, les mots qui nous viennent. Vous savez, moi, je plaisante souvent quand on me dit mais comment tu fais pour deviner ce que je dis non, j'écoute juste les mots que utilise la personne qui me parle. C'est tout. Il y a rien de plus, il y a rien de miraculeux ou de magique à ça. Et Michel fait pareil, il écoute ce que vous nous dites. Oui, mais en plus vous tapez juste. Mais pour d'autres raisons. Non, on tape pas, nous. Nous, on caresse, nous. On ne tape jamais. Vous voyez comment c'est drôle. Il faut rire de ce qu'on dit, parce que ça parle toujours de nous. Oui, c'est vrai. Là, ça fait écho à d'autres choses que je peux pas exposer à l'entendre, mais vous avez raison. Merci en tout cas de nous faire confiance. Merci à vous. Merci Noël. Oui, c'est vrai, c'est étonnant comment on parle. Les mots qu'on va utiliser sont toujours très parlants. Pythagore disait que les mots sont les souffles de l'âme. Oui, c'est très joli. C'est très joli. Oui. Et tellement vrai. Et c'est pour ça qu'il faut simplement un peu nous écouter quand on pourrait presque même d'ailleurs. On dit souvent qu'il faut écrire. Vous savez, on parle du bienfait du journal, etc. À la limite, aujourd'hui, les gens n'aiment plus écrire. Mais ils pourraient s'enregistrer, et puis se réécouter 2 jours après. C'est important d'écouter les mots MOTS, comme c'est important d'écouter les mots MAUX. Absolument, c'est important aussi d'écouter les mots MAUX. Alors, on a Christophe qui nous a appelé, mais on va lui donner la parole tout de suite, puisqu'on a encore un petit peu de temps avant les infos. Bonjour Christophe. Et bonjour Michel, bonjour Brigitte. Bonjour. Merci d'être avec nous Christophe.
Donc vous aussi une enfance difficile? Tout à fait. En fait, moi, je rencontre un mal-être intérieur que j'ai eu à l'enfance. En fait, une sensation d'être déconnecté de moi-même, distant émotionnellement, un détachement de soi. Et en fait, j'ai appris à vivre avec ce mal-être. Et du coup, on me parle d'une dissociation mentale, en fait. Et je sais pas comment travailler sur ça pour... Alors, Christophe, déjà, j'entends un discours de quelqu'un qui vous a donné un diagnostic, hein. Tout à fait. Et nous, on va avoir envie d'entendre ce que vous nous dites. Parce que, vous avez un mal-être, mais ça, beaucoup de gens ont du mal à être. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est que intérieurement, j'ai l'impression de ne pas être là. D'accord. D'être là sans être là. Et qui est-ce qui nous parle là? Là, c'est vraiment moi qui... Merci, c'est ce que j'avais envie d'entendre. Merci beaucoup. Et en fait, j'ai l'impression, j'ai une peur en fait à l'intérieur de moi, une peur d'être abandonné, une peur de rejet. J'ai l'impression qu'il faut que je reste accroché à quelque chose là pour pas me sentir dans ma solitude. Et surtout ne pas faire de vagues. Et surtout de ne pas faire de vagues, oui. Oui. C'est ce qui fait que, vous savez, c'est la structure psycho-émotionnelle qui est souvent associée à une pathologie qu'on appelle l'acrocyanose, et qui est une pathologie qui se traduit par le fait qu'on empêche le sang d'aller dans différentes parties de son corps, parce qu'on a peur de les habiter et et entre guillemets de faire des vagues. Et vous savez, il y a quelques questions à vous poser. La première d'entre elles, c'est quel est le pan de vous-même que vous avez du mal à incarner ou à accepter d'incarner? Et deuxièmement, quelle est pour vous la raison pour laquelle, a priori, vous avez l'impression de ne pas avoir été attendu ou voulu? Ouais, tout à fait. Oui, vous avez... Qu'est-ce qui vous vient? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Qu'importe, si vous ne donnez pas exactement une réponse précise à ce que vous a demandé Michel. Mais qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce qui me vient? Non, surtout le sentiment de ne pas être aimé, en fait. Le sentiment de ne pas être aimé. Et donc de ne pas avoir été ni aimé, ni sans doute d'ailleurs sécurisé. Ni écouté. D'accord. On va vous laisser le temps des infos, Christophe. Merci déjà de nous avoir confié des choses qui viennent de vous et qui sont touchantes. Et on va évidemment vous répondre après les infos. Michel Odoul, il y a aussi une petite devinette, comme tous les jours. Moi, je l'aime bien, celle-là, elle est mignonne. C'est un cercle vicieux qui permet d'expulser les indésirables, mais qui laisse entrer les vrais amis. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez le temps des infos éventuellement pour nous trouver une réponse. Si vous avez envie, vous aussi, de nous parler de vos états d'âme, tiens, ça me vient à l'instant ce terme, mais il correspond bien à votre livre finalement, les états d'âme. C'est une expression très populaire qui a un peu perdu de son sens ces derniers temps et qui serait peut-être bien de remettre au goût du jour. En tout cas, c'est ce que vous faites avec ce livre, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir. Eh bien, si vous avez envie de nous faire part de vos états d'âme comme Noël, comme Christophe, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. En tout cas, on se retrouve tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul à l'occasion de la sortie de ce livre, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir, aux éditions Albin Michel. Dans ce livre, vous faites à la fois le constat de ce qui se passe en ce moment dans un monde un petit peu toxique, osons le dire, et puis vous expliquez comment on peut soi-même se guérir, parce que vous dites bien, on peut se soigner auprès des praticiens, quels qu'ils soient, mais
c'est par notre... Les clés de la guérison sont à l'intérieur de nous et ne dépendent que de nous, quelle que soit la manière avec laquelle on soigne. C'est-à-dire que cette idée-là ne veut absolument pas dire qu'il ne faille pas soigner. Bien sûr que non. Traiter le symptôme est quelque chose qui est central et qui est majeur. Mais ce qui vient compléter ce caractère du soin sur le symptôme, c'est le fait de le faire en conscience. Parce que si on ne le fait pas en conscience, on remettra en place les schémas et les systèmes qui feront réapparaître le symptôme. Si on le fait en conscience, à partir de ce moment-là, on comprendra d'où il vient, quelles sont ses origines, et tout ce qu'on pourra mettre en place dans sa vie, aussi loin et aussi bien que possible, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire, mais aussi bien et aussi loin que possible, éviter qu'il ait besoin de revenir. Et c'est vrai que, comme vous l'évoquez, nos mondes actuels et nos sociétés, qui sont des mondes et des sociétés malades, eh bien, évidemment qu'ils fabriquent des gens malades, parce que il y a un vrai malaise, une vraie désespérance profonde à être aujourd'hui, quand on voit les perspectives, ou plutôt les absences de perspectives que ce monde nous propose. Absolument. On va écouter Christophe à nouveau dans un instant, mais je voudrais la réponse à ma devinette. C'est un cercle vicieux qui permet d'expulser les indésirables, mais qui laisse entrer les vrais amis. C'est une partie du corps. Une partie du corps ? Oui. La vessie ? Non, parce qu'il n'y a rien qui rentre dans la vessie. Tandis que dans l'anus, oui, un vrai ami peut rentrer. Oui. Voilà. Excusez-moi, ça m'avait échappé. Merci Christophe d'avoir patienté et merci de vous confier à nous. Oui, vous avez cette désespérance de ne pas vous sentir aimé. Et ça, c'est quelque chose évidemment de très profond, qui me semble peut-être aujourd'hui être encore plus fort, peut-être parce que vous traversez des moments difficiles, non ? Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'en ce moment, je traverse une période très difficile. Et effectivement, ce manque d'affection, ce blocage émotionnel et ce sentiment de ne pas être aimé, c'est vrai que ça ressort... depuis l'enfance, en fait. D'accord. Et ça ressort encore plus maintenant. Mais vous avez des faits précis de l'enfance qui vous ont laissé penser ça ? Oui, parce qu'en fait, ma mère était enceinte de son 5e enfant. Et en fait, j'ai été mis un peu de côté et j'ai évolué, en fait, avec mes frères et ma sœur. Mais votre frère qui est né avant vous, il a eu le sentiment d'être mis de côté quand vous êtes arrivé ? Lui, non. Pourquoi ? Mais parce qu'il était très proche de mon père. Et moi, j'étais plus proche de ma mère. Donc j'étais, on va dire, du côté de ma mère. D'accord. Vous aviez quel âge quand elle est enceinte ? J'avais 3 ans. 3 ans, oui. C'est un âge. Vers l'âge de 10 ans, j'ai développé ce sentiment de mal-être et je me suis renfermé sur moi-même. Je pense qu'il serait bien de vous faire aider dans ce cheminement qui est celui que j'appelle, moi, le redorer son blason. N'oubliez pas une chose, aussi étonnant peut-être que éventuellement ça puisse vous paraître, c'est que si vous êtes aujourd'hui et que vous êtes vivant, c'est que vous êtes quand même de toute façon le fruit de l'amour. Et qu'à partir de ce moment-là, vous avez été au centre d'une préoccupation qui, au-delà même de la préoccupation physique et cellulaire, de vous fabriquer chaque jour un petit peu mieux, un petit peu plus, on vous a amené jusqu'au bout et jusqu'aux portes de la vie. On vous a donné l'étincelle et la parcelle de vie qui est celle que vous avez aujourd'hui. Et que votre mission à vous, elle est de comprendre que peut-être que vous avez engrangé, quelles qu'en soient les raisons, ce sentiment-là, mais qu'aujourd'hui, ce qui dépend de vous, c'est la capacité à mettre autre chose à la place. Et la manière avec laquelle vous avez chaque jour, peut-être l'habitude, est-elle plutôt moins juste ou inappropriée, de vous accueillir chaque matin au réveil, de rentrer dans la phase du sommeil, et finalement de vous dire au plus profond de vous-même, finalement, tu sais, t'es peut-être pas si mal que ça. Et que à partir du moment où tu vas avoir un regard sur toi un petit peu plus juste, par effet de résonance, Brigitte parlait tout à l'heure d'effet miroir, ce que vous allez projeter au visage et à la figure des autres, c'est que vous êtes quelqu'un qui a une conscience de lui qui est chaque jour un petit peu plus juste et un peu meilleur, et va attirer à ce moment-là le regard d'amour. C'est un espèce de système d'interaction entre les choses. Ça se passe même sur le plan biologique. Vous savez, quand quelqu'un vous sourit,
eh bien ça active les mêmes neurones chez vous que ceux qu'il a activés pour sourire. C'est-à-dire qu'il y a une résonance avec le monde et à soi, et que peut-être qu'il y a besoin de le faire d'abord de façon scolaire, petit à petit, chaque jour, en reconstituant quelque chose qui est quelque chose de fond. En tout cas, Christophe, ce qui est important à comprendre, c'est que vous avez 3 ans quand votre maman est enceinte, et c'est des âges assez clés. Moi, ce que je crois, c'est que vous avez vécu une fusion maternelle très 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 forte. Je ne sais pas quelle est la responsabilité de votre mère, mais en tout cas, vous avez ressenti comme quelque chose qui je ne fais qu'un avec maman pendant les 3 premières années de votre vie, et ça a été quelque chose de presque idyllique pour le petit enfant que vous étiez, et au moment où votre mère est enceinte et quelqu'un d'autre prend votre place, ça a été quelque chose d'insupportable, de terriblement douloureux, et vous en avez déduit qu'on ne vous aime pas. Mais ça c'est un biais cognitif qui est faux, parce que votre maman, si vous avez pu ressentir cette fusion paradisiaque, c'est qu'elle vous a aimé. Sinon vous n'auriez pas pu le ressentir à ce point-là. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est comprendre, et ça on n'a pas le choix, tout être humain est obligé de le comprendre, il faut comprendre que de toute façon, on est quand même seul. On ne peut pas vivre à travers quelqu'un d'autre. Et vous avez passé votre vie à vivre à travers quelqu'un d'autre, à travers maman pendant les 3 premières années, mais ça, à la limite, on est bébé, on n'y est pour rien. Et je pense que par la suite, tout le temps, vous avez essayé de vivre à travers quelqu'un d'autre. Et là, aujourd'hui, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais tout d'un coup, il y a quelque chose dans votre vie qui vous a vraiment assommé et qui vous a prouvé qu'on ne peut pas vivre tout le temps à travers quelqu'un d'autre, il va falloir vivre à travers vous. Oui, tout à fait. Ça vous parle, ça ? Oui, ça me parle. C'est vrai que il y a aussi la solitude, et c'est vrai que. Mais ça, là, on est tous seuls, Christophe. On est tous seuls quand on se retrouve dans un lit d'hôpital avec un cancer. On est tous seuls face à la mort. Et je peux vous dire qu'on est tous seuls quand il faut sortir du ventre de la mère et qu'il faut respirer pour la première fois. On est tous seuls face à la vie aussi. Vous comprenez ? C'est le destin de l'être humain. Il va falloir que vous acceptiez. Vous avez vécu une séparation récente ? Récemment, non. D'accord. Bon, en tout cas, c'est votre travail, là, si vous voulez arriver à tenir debout. Vous n'êtes pas en dissociation, vous êtes juste un peu... en désespérance et en souffrance. En souffrance, depuis très longtemps. Oui. Parce qu'on n'a jamais... pas dans la bonne direction. On n'a jamais osé vous dire qu'il était temps de tenir debout tout seul. Mais vous en êtes capable, sinon vous seriez déjà mort. Oui, tout à fait. Okay. On est d'accord ? Et vous n'auriez pas appelé. Ok ? Exactement. Bon, donc maintenant, vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez vous redresser, et vous allez vous dire, tous les jours, je suis quelqu'un de bien. Je m'aime. Ah bon, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Ok ? Ça marche ? C'est noté. Bon, il faut le faire, maintenant. Ok ? Merci Christophe. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve avec Anaïs pour le C'est maintenant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Michel Odoul est avec nous, et le C'est maintenant, c'est Anaïs qui profite de ce moment d'antenne pour parler avec nous et puis pour être aidée dans ce moment un peu difficile. Anaïs, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Michel, et merci beaucoup de m'accueillir à l'antenne. Donc, vous êtes attirée par un collègue actuellement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis attirée et même tombée amoureuse de mon collègue de bureau qui est en couple et avec un enfant. C'est une ou un ? Un, pardon. Je croyais avoir entendu une. Excusez-moi. Non, pourquoi pas. Ça aurait été la même problématique. Oui, qui est en couple avec un enfant. Et lui, est-ce qu'il est amoureux ? Non, mais en fait, on s'est retrouvés. On a chacun opéré un changement assez important professionnellement. Mm-hmm. On s'est retrouvés. On est arrivés le même jour. On s'est retrouvés dans le même bureau. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Presque 10 heures par jour. Donc il y a une certaine complicité qui s'est créée. Et puis moi j'avais senti peut-être que de son côté aussi il y avait peut-être quelque chose, mais bon,
j'ai dû m'imaginer beaucoup de choses à partir de presque rien. Et j'ai eu des pensées complètement presque délirantes sur le hasard. Enfin, je me suis dit peut-être que c'est pas du tout une rencontre hasardeuse. J'ai essayé de trouver du sens à cette rencontre. Et pour moi, c'était fabuleux. Mais après, je me suis dit, je suis en train de dérailler complètement. Peut-être surtout pas. Que lui est engagé. Peut-être pas. Mais est-ce que vous avez la moindre idée rationnelle, hein, j'ai mis rationnelle, sur ce qu'il éprouverait pour vous? Je pense qu'on a une certaine entente, une complicité, beaucoup, oui. Une complicité. J'ai même pensé qu'on était c'était presque mon alter ego. Après, c'est vrai qu'il a eu l'occasion de m'écrire quelque chose qui était très gentil et moi, ça m'a beaucoup troublée. Donc peut-être que c'est ça aussi qui m'a questionnée. Mais très gentil, c'est-à-dire c'était juste sur le plan amical ou il y avait Plutôt, c'est assez ambigu quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez ambigu parce qu'il parlait de notre rencontre et j'ai compris que j'étais un peu spéciale à ses yeux. Et sauf que je pense que lui s'est vite repris et moi je me suis imaginé beaucoup de choses. D'accord. C'est toute la difficulté de la relation homme-femme, Anaïs, que vous êtes en train de rencontrer, parce que vous êtes peut-être disponible, donc vous avez pu partir en plein galop. Lui, il a dû commencer à galoper un peu, et puis je crois qu'il a dû freiner un peu fort, parce que justement il est en couple et qu'il ne veut pas mettre son couple en danger. Oui, c'est ça. J'ai l'impression. Oui, il décline tous les moments où on peut se retrouver seuls, tous les deux. Il fait en sorte que ça n'arrive pas. Et moi, je crois qu'il faut percer l'abcès et il faut parler. Il faut lui dire, écoute, je crois que je me suis laissé un petit peu trop aller à des sentiments pour toi, mais je conçois tout à fait que tu es en couple et que c'est pas possible. Mais gardons cette amitié, cette complicité et comme ça vous allez formuler clairement quelque chose qui va vous permettre de peut-être arriver à parce que sinon vous allez continuer à souffrir. Oui, c'est ça. Là, ça devient vraiment insupportable parce que même les explications rationnelles que j'entends, c'est pas efficace. Enfin, je peux pas passer à autre chose. On va peut-être revenir à ce hasard que vous évoquiez tout à l'heure. Peut-être que cette rencontre n'est absolument pas hasardeuse, parce qu'elle est destinée à vous faire comprendre combien la confusion peut être destructrice. Vous êtes confronté à une expérience qui, sans doute, a envie et besoin de vous conduire à ce qui s'appelle la capacité à faire des choix. Et faire des choix, ça veut dire accepter de payer le prix que ces choix impliquent. Dans la relation à l'autre, et c'est ce que disait Brigitte, dans la relation homme-femme, il peut toujours y avoir des zones d'ambiguïté. Et ces zones d'ambiguïté sont toujours celles où on peut se complaire parce que ça répond à quelques besoins ou quelques manques qui peuvent exister, mais ce sont toujours celles dans lesquelles il y a des choses trappes. Et donc vous avez besoin de clarifier, votre relation à vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai besoin d'aller rencontrer ? Pourquoi est-ce que je rencontre ce monsieur et que je me laisse prendre ? Et pourquoi ma focale d'observation devient de plus en plus émotionnelle et peut-être éventuellement me conduit à interpréter des choses ? Et quand en face, vous avez quelqu'un qui a peut-être une certaine clarté qui est due à son contexte familial propre, mais qui lui aussi a ses petites zones d'ambiguïté, ça peut faire, comme disait Michel Blanc dans un certain nombre de films, qu'on se rend compte sur un malentendu. Sauf que ça a toujours des catastrophes derrière, ça a des prix et des coûts qui sont des coûts faramineux, et dont on ne sort jamais content de soi. Donc ce qu'il faut vous poser comme question, c'est de quoi ai-je vraiment besoin ? Qu'est-ce que je cherche là-dedans ? Quelle est la réponse ? Et effectivement, je pense que pacifier, parce que vous allez clarifier la relation avec ce monsieur, peut faire que la vie continue tranquillement, tout en ayant une espèce de richesse, parce que ça peut s'appeler à un moment donné la complicité, qui va vous nourrir, alors que si cette clarté n'est pas faite, ça ne va pas vous nourrir. Ça va au contraire, ça va vous aspirer. Ça peut vraiment devenir une belle amitié entre un homme et une femme, avec de la complicité, avec de l'affection même. Et du respect. Mais il faut que vous mettiez votre désir ailleurs, votre désir sexuel ailleurs, Anaïs. Parce que sinon, si vous continuez à fantasmer sur cet homme, après, ça peut être intéressant de comprendre,
pourquoi vous vous êtes mis à galoper autant. Parce que ça peut révéler un certain besoin de plaire, parce que vous n'êtes peut-être pas encore suffisamment bien dans votre position de femme, et peut-être que se sentir désirée et vouloir être désirante pour un homme, c'est se rassurer en tant que femme dans son féminin. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, exactement. Et en même temps, ça transparaît dans ce que vous dites, puisque un certain nombre de fois, quand vous parlez de la situation, vous évoquez le fait que vous êtes un peu rentré dans une sorte de folie. Ça veut dire qu'au plus profond de vous-même, vous savez clairement. Au fond, vous savez que c'est une histoire qui ne serait pas, qui ne serait pas viable, hein ? Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est-à-dire que ça aurait pu être possible, mais le moment n'est pas le bon et. C'est-à-dire que vous avez en face de vous un homme qui tient debout et qui sait qu'il a une relation de couple qui va bien, qu'il a un enfant, qu'il n'a pas envie de prendre le risque. Vous savez, dans une relation adultère, vous ne prendriez aucun risque, si ce n'est le risque de souffrir. Hein. Mais lui, il prend un risque de perdre beaucoup. Ou de détruire beaucoup. Si jamais il prenait l'idée d'avoir une relation sexuelle avec vous, vous comprenez ? Donc il a certainement fait la part des choses et il a décidé de ne pas prendre ce risque parce qu'il aurait trop à perdre. Vous n'aviez rien à perdre. Oui, c'est vrai. Oui. Encore une fois, moi, j'ai pas de morale dans tout ça. Je crois qu'on fait ce qu'on peut et si vous nous appelez, moi, je suis juste là pour vous éclairer. Hein. Oui, merci beaucoup. Et puis je vais vous dire quelque chose de très important, et je pense que ça va aider beaucoup de gens qui nous écoutent. Dans l'amitié, moi j'ai des très très bons amis hommes avec qui j'ai eu des relations sexuelles, et ça reste de très très bons amis, et on oublie presque même qu'on a eu des relations sexuelles. Et j'ai de très très bons amis hommes avec qui il n'y a jamais eu de sexualité, et c'est aussi de très très belles amitiés. Donc ça n'a pas grande importance finalement, tout ça, quand on parle de l'amitié. Et après, si vraiment vous voyez que vous n'arrivez pas à vous en sortir, si ça vous fait vraiment énormément souffrir, il faudra demander à peut-être changer de poste. Mais je crois que le mieux, c'est d'arriver à en faire quelque chose de cette complicité dont vous avez parlé au début. D'accord. Et c'est ça le clin d'œil du hasard. C'est une proposition de croissance. En tout cas, c'est tout ça qu'il faut arriver à élaborer tranquillement. Hein. Mais je pense que une bonne discussion, tous les deux, ça peut vraiment vous faire du bien à tous les deux. Lui aussi, ça va le pactiser, parce qu'il ne sait plus très bien sur quel pied danser face à vous. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Anaïs. Pour votre écoute et vos conseils. Merci. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec le sexe au conseil. Le sexe permet-il de rester amoureux ? Et puis, aucune allusion avec ce que l'on vient d'entendre. Et puis, on va continuer à jouer aussi, puisqu'il vous reste encore quelques minutes pour gagner peut-être cette pochette surprise, Passage du désir. Et on écoutera Flora, qui a un problème de cataracte, justement. Tiens. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio. Régis Maillot, bonjour Régis. Oui Patrick, il paraît que Jack Lang serait partant pour intégrer le prochain gouvernement. À la culture par exemple, pour remplacer Rachida Dati. Là il y aurait une logique esthétique. Le sexe au conseil. Alors Michel Odoul, le sexe permet de rester amoureux. Oui, on a tendance à penser le contraire. C'est parce qu'on est amoureux qu'on a du désir et qu'on a envie de faire l'amour. Or, les neurosciences nous démontrent que le rapport sexuel maintient le sentiment amoureux. Alors c'est pourtant simple. Pour rester amoureux, il faut prendre physiquement soin de l'autre et donc faire l'amour. Et c'est important de comprendre ce processus parce qu'on a tendance, un petit peu tendance, je trouve, à mettre les choses à l'envers. C'est parce qu'on est amoureux qu'on a envie de faire l'amour. Et donc, si on n'a plus envie de faire l'amour, c'est qu'on n'est plus amoureux. Mais c'est peut-être parce qu'on ne fait plus l'amour qu'on n'est plus amoureux. C'est un peu ça que ça veut dire. On peut le montrer autrement avec, au niveau énergétique, en tout cas les mêmes énergies qui sont concernées par le rire, la thérapeutique par le rire, par exemple, que font certains. C'est qu'au départ, on fait un rire technique et forcé. Et que extrêmement rapidement, ça entraîne le rire véritable et le rire sincère. Et que je pense que là aussi, on retrouve cette résonance entre le corps et l'esprit. Tout à fait. On peut être dans un sentiment d'amour et dans l'esprit, etc. Et ça peut amener à ce moment-là une tension ou une pulsion au niveau corporel. Mais à l'inverse,
le besoin corporel et la tension corporelle va à un moment donné réveiller le sentiment qui, au-delà du désir, va être le sentiment d'amour. Donc voilà pourquoi on dit bien que l'harmonie sexuelle dans un couple permet de maintenir un lien amoureux. Alors il est évident que lorsqu'on est dans la passion, on est dans le besoin sans cesse d'être dans la relation sexuelle avec l'autre. Hein. Ça c'est quelque chose de très très connu. Là on parle plus de passion, on parle juste du sentiment d'amour qu'on se porte. Alors si vous avez vraiment le sentiment que vous vous êtes éloigné sexuellement, il faut aller remonter à la source. Quels étaient vos moteurs sexuels du départ? Qu'est-ce qui vous rapprochait sexuellement? Voyez ensuite s'il reste quelque chose et comment on peut rallumer la flamme. Ça demande peut-être un petit peu de travail, hein, mais si on tient à son couple, ça vaut vraiment la peine, parce que plus on arrête la sexualité dans le couple, plus on risque d'abord que la flamme s'allume ailleurs, et puis ensuite on risque de laisser des rancœurs s'accumuler. Je rappelle souvent que la sexualité, elle élimine les petits conflits, les petites rancœurs, parce que justement il y a à nouveau les corps qui sont en symbiose. Voilà. Oui, absolument. Absolument. On peut jouer encore 2-3 minutes avec Passage du désir pour gagner cette pochette surprise Love. Vous avez dans cette pochette surprise 7 accessoires, notamment un plumeau, une paire de menottes, un cooking vibrant, un chéquier amoureux. Ça, c'est bien pour la Saint-Valentin. C'est un beau cadeau pour la Saint-Valentin, le petit chéquier amoureux. Si vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS. Et puis on retrouve Flora maintenant. Bonjour Flora. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Michel Odoul. Bonjour. Merci d'être avec nous Flora. On vous écoute. Merci, Qu'est-ce qui vous arrive ? Alors moi j'ai un problème de cataracte, j'ai la cinquantaine et en fait ça parle de ce que je ne veux pas voir. Alors c'est le côté droit, je sais pas quel symbolique, mais au niveau professionnel, je veux pas voir que c'est plus comme avant et que c'est en train de changer, et que au niveau familial aussi c'est un peu compliqué. Voilà. Pour quelqu'un qui veut pas voir, c'est pas si mal. Hein. Oui, ça me semble assez clair, si j'ose dire, par rapport à la cataracte. Oui, alors le côté droit, je sais pas. Est-ce que ça a une... Bien sûr, ça a à voir avec la symbolique du féminin, de la mère, la femme, ouais. Et donc de toute la manière avec laquelle elle se positionne et on se conçoit comme telle. Bien sûr, et la cataracte comme manifestation physiologique, c'est très basiquement parlant le regard et la vue qui s'assombrit, c'est-à-dire que donc on a une difficulté à regarder loin de façon lumineuse. Donc vous l'avez nommé vous-même, quelle est la luminosité, la clarté de l'avenir que vous pensez voir devant vous, et dans quelle dimension vous avez une perception sombre de ce futur et de cet avenir qui vous attend. Oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, je sais que j'ai une décision à prendre dans les deux sens du terme. Et voilà, je recule là. Je recule là. C'est-à-dire je prends pas de décision. Donc. Parce que vous n'y voyez pas assez clair. Si, mais l'insécurité fait que. Voilà. Quelle insécurité? Du lendemain, du changement. Quel est le risque? Oui, c'est vrai. D'aller mieux. Non mais c'est important, Flora. Si vous savez qu'il faut prendre des décisions et que vous ne les prenez pas, forcément. La vie va vous rattraper. Ça va faire mal ailleurs, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez compris qu'il était temps d'arrêter de vous voiler la face, comme on dit, hein. C'est clair. Bon. Et donc, il faut maintenant prendre les décisions. Et c'est vrai que très souvent, ce qui nous empêche de prendre les décisions, c'est nos peurs, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs? Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce qu'elles sont pas fondées? Ça, c'est un travail qui est quand même assez simple à faire. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup votre cerveau qui nous répond, mais c'est pas lui qui nous intéresse. Oui. Quoi, oui, oui, je suis d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est qui nous intéresse alors? C'est moi que je dois faire de moi une priorité. Oui, donc c'est encore le cerveau qui répond ça. Et que je ne mets pas en acte. Qu'est-ce que c'est qui nous intéresse chez vous? Si c'est pas votre cerveau? On va descendre un peu. Non, mais on va descendre un peu. Ah, déjà, c'est bien. Ouais. C'est
Mon cœur. Oh, Madame. Vous en avez un? C'est vrai. Ouais. Oui, parce que je me dis, de toute façon, bon, c'est vrai que l'insécurité, toujours c'est la peur du lendemain, de pas savoir. J'ai toujours vécu dans un semblant de sécurité, et du coup, aujourd'hui, comme je vais mal, je me dis, mais voilà, il faut que tu actes tout ça. Ça ne peut qu'aller mieux. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du petit enfant à qui on vient d'enlever pour la première fois les roulettes au vélo? L'insécurité. Voilà. Ça l'empêche de faire du vélo? C'est clair. Ah oui, c'est parlant, oui. Complètement. Bon, mais ça va être mon image qui va me faire avancer, là. Cette image va me parler énormément. Vous allez pédaler? Allez. Vous allez pédaler. Quand on pédale, on avance. C'est clair. Et il ne faut pas arrêter de pédaler toute la vie. Hein. Dès qu'on arrête... ça va pas. Alors on peut mettre des petits trous derrière. Hein. De temps en temps, ça repose. Oui, de temps en temps. Bien. De temps en temps, on peut poser la bicyclette et puis se reposer un peu. Puis s'asseoir et regarder le paysage et apprécier tout ce que l'on peut voir. C'est vrai. Ce que je fais. Mais on entend dans votre voix, Flora, que vous êtes quelqu'un de très actif et de très qui veut toujours bien faire, qui veut toujours bon. Mais il y a un moment où il est peut-être temps à la cinquantaine de commencer à se poser. Hein, oui. Ce serait pas mal. Avoir ça, ouais. Hein, franchement. Pardon, que Je veux donner à voir ça. Ça a toujours été l'image que. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux donner à voir que je suis... Alors, vous entendez ce que vous venez de dire? Je veux donner à voir. Énorme. C'est énorme, hein. Et vous l'avez dit 3 fois avant de vous rendre compte de ce que vous étiez en train de nous dire. Hein. C'est clair, ça parle. C'est clair, hein. Oui, ça parle, hein, c'est clair. Hein. Il suffit, vous savez, je vais vous dire tous là qui nous écoutez, parfois il suffit de vous réécouter avec un peu de recul et vous allez voir pourquoi je devine ce que vous nous dites, parce qu'en fait c'est vous qui nous le dites, c'est pas moi qui devine. Hein. C'est ça. Et Michel, il fait pareil. Hein. Bon, ça nous démystifie un peu, c'est bien. Mais c'est très bien. Mais oui, je sais bien ce que je dis, c'est très bien. Évidemment. Alors ça, c'est vraiment... Oui, absolument. Oui. Parce qu'on sait se moquer de nous-mêmes, hein, nous, Michel. Oui. Et vous aussi, Flora, vous savez vous moquer de vous-même. Bien sûr. Mais c'est bien de se moquer de soi-même. Mais de temps en temps, il faut quand même un peu se prendre au sérieux. Et là, vous avez besoin de vous prendre un peu au sérieux. Totalement. Oui. Hein, il faut que vous vous occupiez un peu de vous. C'est ça. Je vais faire de moi une priorité. Oh. Vous êtes sûr? Pas. Ouais. Bon, alors, c'est pas mon cœur qui parle, c'est ça? Vous allez me dire ça? Pour l'instant, on n'a rien dit. Bon. C'est vous qui l'avez dit, hein, je vous signale. Oui, je me focalisais sur mon vélo sans les roulettes et puis je vais monter la côte. Ouais. Faites du plat d'abord, hein. Faites un peu de plat d'abord. Soyez pas tout de suite en train de vouloir monter la côte. Hein. Il n'y a pas d'urgence. Et quand on a fini de monter la côte, de l'autre côté, il y a quoi? Il y a un beau ciel bleu avec un ça, c'est la tête qui répond. Donc de l'autre côté, quand on a fini de monter la côte, il y a quoi? Que du bonheur. Oui, pourquoi? Parce que j'ai déposé. Ça, allez, c'est encore la tête, ça. De l'autre côté, c'est très simple. De l'autre côté, il y a la descente. Non, mais on est content d'avoir monté la côte parce qu'on a fait un effort. Voilà. Et le cœur, c'est aussi le courage. Et on a eu le courage de monter la pente. On a élargi l'horizon, etc. Et derrière, on a pris de la hauteur. On a pris de la hauteur quand on a monté la côte. Oui, c'est vrai. Et derrière, le chemin devient facilité. C'est ça l'image de la descente qui suit. C'est facile après. Non, on se laisse glisser, et on se laisse vivre. Vous imaginez ce que ça va être chouette quand vous aurez monté la côte? Ah, voilà. Et les cheveux au vent, formidable. Prenez une photo là-haut. Je l'enverrai. N'empêche que c'est extraordinaire parce que là, on vient d'échanger avec Flora et regardez tous les mots qu'on a utilisés. Oui. Et quand je pense que les Français utilisent de moins en moins de mots, je trouve ça d'une tristesse effroyable parce que vous imaginez tout ce qu'on a. Ça restreint la conscience qu'on a du monde. Absolument. Merci de cette analyse un peu sévère, mais tellement juste, oui. Et il faudrait peut-être se remettre à
apprendre les mots et leur donner leur vrai sens. Oui, c'est vrai. Et s'écouter, écouter l'autre aussi, ouais, complètement. Ouais, c'est une bonne leçon. Cet échange m'a fait beaucoup de bien. Mais à nous aussi. À nous aussi, voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci. On fait une petite pause et on va revenir dans un instant avec le diabète dont vous avez parlé au sujet de votre père, et c'est Max qui prendra la parole dans un instant. Et Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et il nous présente son dernier livre, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir, aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui est très complémentaire à 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi. Très différent quand même, même si bien sûr, là encore, vous expliquez le fonctionnement de l'être humain. Il y a 2-3 phrases que j'ai trouvées très 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 importantes. D'abord, vous dites la maladie n'est ni une fatalité ni une punition. Et c'est important que tout le monde l'entende. Il n'y a pas à se sentir coupable d'être malade. En revanche, c'est à nous de nous guérir, même si on a besoin de médecins, de gens pour nous soigner. Qu'est-ce que vous dites aussi d'extraordinaire ? Oui, vous dites une chose aussi importante, le chaos arrive lorsque ça manque de sens. Oui. Et aujourd'hui, où beaucoup de gens ont peur pour ce qui nous attend, pour l'avenir, qui semble très incertain, peut-être qu'il est important de donner du sens à l'existence. C'est un manque qui émerge, que tous les praticiens que je forme dans mon institut rencontrent quasiment au quotidien. Et ce qui est le plus impactant et le plus troublant, qui m'a conduit aussi à avoir envie de ressortir ce livre, c'est que ça constitue ce qu'on appelle la désespérance, c'est que la population les plus touchée, ce sont les 2 extrêmes de notre vie, qui sont les enfants et les personnes âgées. Les enfants, parce que la question qui se pose, c'est quel est le futur qu'on me propose ? Y en a-t-il un d'abord ? Et les personnes âgées, qui sont celles qui savent très précisément quel est le futur qu'on leur propose et qui en souffrent énormément. Voilà, donc n'hésitez pas, Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir, c'est aux éditions Albin Michel, mais c'est partout, dans toutes les bonnes librairies. Exactement. Faisons marcher aussi les commerçants. Et n'allons pas systématiquement sur Internet, parce que là, on peut vraiment le trouver partout. Max, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel, et merci à toute l'équipe de me recevoir. Eh bien, merci à Jérémy qui vous a reçu, et à Marie, notre réalisatrice, et puis à Sud Radio qui nous permet tous les jours d'échanger ensemble. Oui, tout à fait, merci. Ouais. Voilà. Et merci à vous d'être là, Max. Oui, donc oui, moi bravo pour le titre du livre de Michel Odoul, là, que je trouve vraiment très, comment dirais-je ? Très parlant. Oui, voilà, très très puissant. Et donc j'ai été très interpellé par l'histoire de la rémission de diabète de type 1 de son papa, parce que je suis moi-même diabétique de type 1 depuis 20 ans environ. Et c'est la première fois en fait que j'entends une guérison comme ça, spontanée. Hein. Il faut que Michel Odoul vous achète une petite maison à la campagne. Ah ben j'en ai une. Ah bah alors. Donc voilà. Mais je me demandais s'il avait compris ça intuitivement, que le fait de faire déménager son papa allait le guérir, ou si c'était il avait remarqué quelque chose de précis en ce sens-là, ou. J'ai rien remarqué de précis dans ce sens-là, et sur le plan énergétique pur, je n'ai fait aucun travail sur lui. Nous avions souvent évoqué ensemble avec lui sa maladie, ce qu'elle signifiait, etc., etc. Et on va dire que les éléments que je donne, par exemple, dans 10 mots où tu as mal, pour expliquer certains types de diabète dans la relation, notamment à l'autorité parentale et paternelle en particulier, était quelque chose qui pouvait correspondre avec ce qui avait été sa vie et son vécu. En revanche, la question à laquelle on n'avait pas de réponse, ni moi ni lui, c'est pourquoi, alors que toute sa vie il n'a pas été diabétique, il l'est devenu à 60 ans. Et donc je comprenais pas pourquoi ça s'était produit de cette façon-là. Et puis un jour, ça faisait déjà quand même 12 ou 13 ans qu'il était diabétique, insulinodépendant, donc il était traité pour cette pathologie comme la médecine sait le faire. Et puis un jour, j'arrivais en voiture, je venais les voir parce qu'ils habitaient en province.
Et au moment où j'arrive avec la voiture et où je garde cette voiture, je vois la petite maison dans laquelle ils étaient. Et surtout, j'ai une espèce de vision d'ensemble du contexte. Et à ce moment-là, j'ai eu une espèce de phénomène de prise de conscience, brutalement, qui m'a dit, mais le contexte dans lequel il vit depuis qu'il est dans cette maison, où il était arrivé, il avait 60 ans. Depuis qu'il vit dans cette maison, il vit dans un contexte qui est celui qui fait un effet de rappel de ce contexte qu'il avait eu quand il était enfant et où il avait eu justement cette présence paternelle excessive, déséquilibrante, voire parfois même injuste dans son vécu. D'accord. Et cette prise de conscience a été plutôt brutale pour moi, elle m'a mis un vrai choc. Lui expliquer à son âge, dans sa génération à lui, que c'est sans doute parce qu'il habitait dans cette maison-là que sa pathologie s'est déclarée, était quelque chose qui était difficilement audible et explicable. Bah oui. Et donc je me suis simplement contenté de parler un peu avec lui, d'évoquer 2-3 petites choses du quotidien, et avec ma mère, à lui proposer à lui et à ma mère, avec mon épouse, de dire mais peut-être que vous pourriez aller dans une autre petite maison, on pourrait vous chercher quelque chose où vous seriez un peu plus tranquille par rapport à 2-3 éléments de voisinage. Et ils ont accepté, bien sûr, sans aucun problème. Et dans ces moments-là, comme souvent quand on fait des choix et des décisions qui sont bonnes, eh bien, la vie a pourvu. C'est-à-dire qu'on a à peine eu le temps de commencer à faire des recherches, qu'on a trouvé une très belle petite maison qui était au bord d'un parc. Tranquille, j'avais un frère qui habitait pas très loin de là, etc. Or, mon père était garde forestier. Ah, bah oui, et se retrouver dans ces temps où il était à la fois dans ce rapport à la terre, parce qu'il était fils d'agriculteur, donc il adorait cultiver son jardin, mais surtout avoir la possibilité, chaque fois qu'il en avait envie, d'aller dans le parc et de s'asseoir sur un banc qui était là, près de ce parc, était devenu pour lui une habitude dans laquelle on le voyait, il se sentait bien. Je me rappelle les premières fois où je l'ai vu, je le voyais de dos assis sur ce banc, et je voyais un homme qui était un homme tranquille, avec lui-même. Et quand je le cherchais, que je demandais à ma mère où il était, elle me dit il doit être sur son banc, parce que c'était devenu son banc. Et en fait, il était là, face à ce qu'était sa vie, à la vie, la forêt, etc. Et petit à petit, qu'est-ce qui s'est développé en lui ? Un espèce de sentiment de fond qui l'a totalement pacifié. Il était devenu quelqu'un qui était totalement en paix. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, en quelques mois, un peu moins de 6 mois, il a commencé à faire plein de petites hypoglycémies parce qu'il fallait qu'il diminue ses doses d'insuline pour finir par ne plus avoir besoin. Oh, c'est fou, ouais. Ouais. Et est-ce que vous connaissez d'autres cas ou parce que moi c'est la première fois que j'en entends parler. Mais vous, revenons à vous. Oui. Bon, vous appelez, donc on va s'intéresser à vous, puisque pourquoi pas, oui. Ça serait peut-être pas mal de s'intéresser à vous. Depuis quand vous êtes diabétique ? Environ 20 ans. D'accord. Enfin, 20 ans parce que j'ai été 2 ans. Comme souvent les gars, j'ai pas été consulté. Donc je suis allé consulter, j'étais complètement au bord de la falaise. Et ça fait grosso modo 20 ans. Et en fait, c'est intervenu, cette maladie, lorsque j'ai eu un job où je devais me lever à 1h du matin. Donc mon rythme biologique complètement dérangé. Perturbé, oui. Ouais, et j'ai déjà entendu d'autres cas analogues. C'était pour un job de chauffeur routier. Et avec le recul, je sais que ça a commencé à ce moment-là. Parce que pendant 1 mois, je vais pas dire que j'ai pas dormi pendant 1 mois, parce qu'en plus c'était pendant un épisode caniculaire. C'était en 2003 exactement. Si je dis absence de règles, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Moi j'ai un tempérament artiste. Alors pour autant c'est vrai que l'absence de règles j'y crois pas. Il en faut forcément dans la vie, quel que soit le sujet et le contexte. Donc lorsque les règles sont plus respectées, ça vous perturbe ? Pas complètement, parce que j'ai une nature très rebelle aussi. J'aime bien les enfreindre aussi. C'est pas... Voilà, oui, mais ça c'est une manière, ça s'appelle la transgression négative, c'est celle qui a besoin de la règle pour pouvoir transgresser quelque chose. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Vous êtes artiste, Max, me semble-t-il. Qu'est-ce qui dans votre vie aujourd'hui permet de nourrir cette puissance artistique ? J'ai assez de temps si je voulais bien m'organiser, normalement. C'est-à-dire poser les règles. Oui, il faudrait que je m'impose certaines règles, oui. Non, pas imposer. J'ai pas dit imposer, j'ai dit poser.
Oui, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Mais il faut pas en rire, hein, parce que c'est... La règle peut être quelque chose qui contraint, ou ça peut être quelque chose qui organise. Moi, je donne souvent comme image aux personnes qui viennent me voir et qui ont un problème avec ça, en disant s'il n'y avait pas de règles, vous ne pourriez, s'il y a par exemple le code de la route, vous ne pourriez pas aller d'un point à un autre en sécurité. Exactement, oui. En revanche, ce qui fait la différence entre les règles qui contraignent et les autres, ce sont des règles qui sont librement acceptées, c'est-à-dire dont on a connaissance, dont on se sert pour réaliser ce dont on a besoin et ce qu'on a envie de faire et de réaliser. Oui, pour construire. Et si vous vous mettiez quelques règles pour pouvoir être artiste, peut-être que vous iriez mieux. Vous metteriez un peu de saveur dans votre vie. Ce serait, oui, tout à fait plausible, oui, ce que vous dites, Brigitte. Oui. C'est très simple, hein. Qu'est-ce que ça veut dire douceur pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire douceur pour moi? Plein de choses, je sais pas. Donc quand ça veut dire plein de choses, c'est-à-dire rien, quoi. C'est intéressant parce que moi je vous parle de saveur pour pas être trop direct. Michel Oudoul vous parle de douceur et là vous fermez. Non, j'ai pas l'impression. Si vous dites plein de choses, ça veut dire plein de choses. Non, douceur, ça veut dire. Qui est-ce qui donne la douceur? La féminité. La féminité. Quel beau mot cérébral. Bien, là aussi il va falloir descendre au niveau du cœur. Quelle a été la personne qui vous a donné la première douceur? Qui est censée vous donner de la douceur? Pardon? Excusez-moi, j'ai pas... Quelle est la personne qui est censée vous donner de la douceur? Au départ, j'aide un peu, Max, parce que non, je l'aide un peu parce que je veux lui être douce avec lui. Au départ de la vie, vous voulez dire? Attendez, écoutez, vous me semblez intelligemment et intellectuellement plutôt assez brillant. Oui. Donc ne faites pas celui qui n'entend pas. J'ai pas l'impression de pas entendre, mais je vois pas ce que vous voulez me faire dire. Voilà. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on garde le sucre dans le sang. C'est pour ça qu'on garde le sucre dans le sang. Non, mais la première personne. On n'a pas eu de la douceur. La première personne qui nous apporte de la douceur, c'est qui, Max? Enfin. Notre maman. Quand même. Non, mais ça me paraissait tellement évident que je pensais que c'était... Qu'il fallait pas le dire. Je ne sais rien. Et donc... On a l'impression de faire un sketch avec vous, Max. Hein. Non, pas moi. Max, vous pouvez pas faire l'économie d'accueillir la souffrance que vous avez au niveau du cœur. Sans doute, et si on vous demandait de définir votre père en 3 mots et votre mère en 3 mots, vous auriez quelques clés qui vont émerger. Il faut pacifier ce rapport au passé, il faut vous sortir. Le diabète, il a émergé dans quelle phase de vie? Dans la phase où vous avez été dur et brutal avec vous. Le réveil à 1h du matin pour prendre le volant d'un camion, c'est pas de la douceur et c'est pas de la tendresse. Ah, mais c'est assez trash, oui, c'est surtout certaines. Un petit peu, oui. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est non pas de dire j'aurais pas dû faire. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de ce que ça a signifié. Parce que c'est à partir de ce moment-là où quelque chose a réémergé, qui est que, oui, tu vois bien que finalement, dans la vie, la douceur, c'est pas pour toi. Parce que le diabète, c'est le fait qu'on ne sécrète pas l'insuline qui permet au sucre de rentrer dans le cœur de la cellule. Oui, ça j'avais compris. Apparemment, mon pancréas ne fabrique plus d'insuline. En tout cas, plus suffisamment. C'est une analyse qui date de au moins 15 ans maintenant. Non, mais Max, il est jamais trop tard pour un petit peu changer les choses. Vous avez appelé, vous avez été marqué par le témoignage de Michel. Donc, vous réécouterez tranquillement notre échange en podcast. Parce que vraiment, on vous a tout donné et vous n'avez pas eu très envie d'entendre parce que ça remet en cause des souffrances qui comme beaucoup d'artistes, vous savez, on a une âme d'artiste parce que c'est aussi une manière de se donner de la douceur et de permettre à notre sensibilité de pouvoir enfin circuler sans être mal. Donc tout ça montre que vous êtes un grand sensible qui est très dur avec lui-même. Et puis... Si j'ai cité l'exemple de... J'en ai pas l'impression, c'est pour ça que je suis assez étonné, mais j'ai pas l'impression d'être si dur que ça avec moi-même, mais...
Bon, peut-être. Hein. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu envie de caresser votre visage ou de vous laisser recevoir de la tendresse? Oh, je crois là qu'il aussi, c'est très significatif. Quelques minutes pour trouver la réponse et on va vous laisser la trouver tout seul, hein, parce que... Si j'ai cité l'exemple de mon père, c'est absolument pas pour faire rentrer les gens dans de la pensée magique, c'est uniquement pour dire, écoutez, je crois qu'à partir du moment où on fait la paix avec soi et avec son histoire, tout redevient possible parce que le processus de vie n'a pas envie de nous rendre malades. Oui, c'est très bien dit, ouais. Voilà. Et c'est tout le propos de ce livre formidable. Je sais qu'il est déjà très très acheté et très très aimé, ce livre. Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir. Merci de nous avoir consacré 2 heures, Michel Odoul. Merci Brigitte, merci à vous. C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Max. Je suis obligée de vous laisser, mais on est tout plein de douceur pour vous. Demain, nous serons avec Philippe Breneau. On va parler de la peur de l'engagement. On va parler de cette nouvelle tendance, les célicouples. Qu'est-ce que c'est que les célicouples? C'est des célibataires, mais qui sont quand même en couple. On en parlera demain. Mais qui vivent, voilà. Oui, voilà, absolument, qui vivent, un pied de chaque côté. Bref, tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé dans les vraies voix Sud Radio. Je suis désolé de vous dire que l'extrême droite, la gauche, c'est pas des notions juridiques, c'est des notions politiques. Le RN aujourd'hui ne correspond pas à la définition classique de l'extrême droite pour la violence, anti-républicain. En France, ça s'incarne aussi par l'antigaullisme, pourquoi pas l'extrême droite. Mais si vous voulez, le RN ne correspond à rien de ça. Je trouve que le Conseil d'État dit n'importe quoi. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. BMW. Pour l'entretien de votre voiture, BMW Service vous a compris 6 sur 6. Oui, vous avez bien entendu, 6 sur 6. Votre BMW a plus de 6 ans,